Alors, on va les présenter très rapidement. Stéphane Rosès est un sondeur bien connu au départ, puisqu'il a dirigé l'Institut CSA, qu'il ne dirige plus, mais on peut dire qu'il a toute une expérience liée à cette rigueur statistique qu'il enseigne à Sciences Po, qu'il préside aujourd'hui CAP, qui veut dire Conseil, Analyse, Perspective, et qu'il est un politologue reconnu dont les analyses sont suivies et qu'il analyse régulièrement, ou du moins qu'il se prête au jeu médiatique pour livrer ses analyses sur les évolutions de la société française. Et puis il enseigne aussi à HEC, je crois. Vous enseignez vous enseignez plus à HEC, donc c'est Sciences Po Paris. Vous enseignez encore Stéphane Rosès. Et puis Arnaud Benedetti qui est avec nous aussi, qui dirige la revue politique et parlementaire, qui est professeur associé à la Sorbonne en sciences de la communication, je crois, Arnaud, histoire de la communication. Et puis vous enseignez aussi à l'HEIP. Vous êtes également bien impliqué dans le monde de l'enseignement, où vous avez la possibilité aussi d'analyser la politique et de parler de sociologie politique. Alors chaos, c'est vrai que le mot fait un petit peu peur comme ça, mais c'est vrai que l'actualité aussi donne la possibilité d'être en prise directe avec cette réalité. Quand on voit ce qui s'est passé évidemment à Crépol, alors est-ce que c'est juste un épiphénomène médiatique ou est-ce que c'est le signe de quelque chose, un tournant? On se dit que cette soirée arrive aussi forcément dans ce contexte-là et qu'on se dit, est-ce qu'il y a une bonne raison d'imaginer que le chaos avance dans cette société qui est la nôtre et qu'en particulier les terres qui pouvaient s'estimer préservées du chaos parce qu'elles étaient plus éloignées des centres urbains, aujourd'hui sont gagnées par une forme de chaos. Est-ce que c'est la définition que l'on peut donner du chaos? D'ailleurs, la première chose que l'on va faire, puisque je précise c'est un dialogue sur l'essentiel, donc là aussi ce n'est pas une soirée débat, en fait un échange entre nos deux invités qui ont écrit un livre, alors Stéphane Rosès interrogé par Arnaud Benedetti, mais vous avez une grille d'analyse commune sur les événements, donc ce n'est pas un débat, c'est plus une aide à la compréhension d'une réalité, le chaos, et puis le lien avec les imaginaires. Alors je vais poser la première question forcément à Stéphane Rosès, c'est qu'est-ce que le chaos? Est-ce qu'on peut déjà donner une définition pour que tout le monde parte sur les mêmes bases, Stéphane Rosès? Le chaos, oui, on peut en donner une définition, c'est un terme un peu polysémique, mais le chaos se distingue d'une crise en ce qu'une crise vient interrompre un processus et on a l'idée qu'après une crise, le cours des choses retrouve un statut hanté. C'est-à-dire la crise est un moment d'interruption et ensuite le cours des choses reprend, un peu modifié, son allant. Une révolution, c'est encore autre chose. C'est un processus qui, je dirais, porte une transformation et chez les révolutionnaires, une croyance dans l'avenir. Donc, dans l'un comme dans l'autre, vous le voyez, il y a un sens, il y a une direction, qu'on s'en inquiète ou qu'on y participe. Le chaos, c'est un désordre généralisé qui vient nouer des crises de nature diverses, mais qui frappe par son accélération, son caractère systémique, et par le fait que justement, on ne sait pas ce qui va advenir. Et en outre, avec Arnaud, on insiste dans le livre sur le fait qu'un chaos est un désordre objectif, mais aussi un impensé, une inquiétude subjective, une difficulté à comprendre ce qui advient pour deux raisons. La première, c'est que, vous le verrez pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais ça ne saurait tarder, le livre, c'est 20 €, c'est vraiment rien. Disponible ce soir. Disponible ce soir. Alors, le livre dit bien que notre analyse est une analyse qui ressort pas tant des commentaires d'Arnaud très présents, moi un peu moins du quotidien, l'actualité, mais c'est plutôt un livre de nature anthropologique, les fondamentaux des peuples. Et dans ces fondamentaux,
il y a le fait que les imaginaires des peuples sont des représentations qui permettent de comprendre le réel et de s'approprier le réel. Et chaque peuple, chaque civilisation a son imaginaire. Et comme le chaos vient déstabiliser les imaginaires, les représentations, il génère en général un désarroi. Et le désarroi n'est pas seulement celui des citoyens que nous sommes, pas seulement celui des analystes, mais c'est un désarroi au sommet, chez les gouvernants. Et Arnaud et moi, qui les côtoyons, et sans doute quelques-uns parmi vous, le savons bien. Hein. Souvent, quand on est loin des sphères du pouvoir, on a tendance à penser qu'en haut, ils savent, ils cachent des choses. C'est pas du tout la réalité. Le désarroi touche dans le moment actuel les gouvernants, mais également les gouvernés. Et donc le sujet, et je terminerai là-dessus, j'ai été un peu long, comme le chaos est un phénomène par le bas de la société, les classes dirigeantes ont d'autant plus de mal à le comprendre que toutes ces dernières années, ils ont une analyse économiciste de la société. Ils pensent que l'économie fait les sociétés le cours des choses. Or, si on pense ça, on ne comprend rien à ce qui se passe. Pourquoi tous les peuples, même ceux qui ont profité de la mondialisation, connaissent les fragmentations? Vous avez parlé de ce qui s'est passé dans cette petite ville de province. Donc le chaos, il est à la fois objectif et cognitif. Et comme il prend les sociétés par le bas, le sujet c'est est-ce que quand le chaos apparaît, il est encore temps de faire quelque chose? On va faire, j'imagine Arnaud aussi et moi, on va se livrer au jeu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais c'est un moment d'une ampleur telle que le sujet, c'est est-ce qu'il est encore temps? Oui, parce qu'il y a des solutions, il y a des scénarios, il y a des choses que vous avez élaborées, donc on va avancer dans cette discussion sur le chaos. Arnaud Benedetti, simplement, là c'est le professeur de communication. Est-ce qu'on est dans un chaos parce que vous qui faites beaucoup de plateaux de télévision, vous avez le sentiment que la presse répète en boucle des choses qui donnent l'impression qu'un fait prend une importance tout à fait démesurée, alors qu'à une autre époque, peut-être qu'on n'aurait tout simplement pas parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a un phénomène médiatique qui accentue le chaos et qui donne cette impression? En effet, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'écosystème médiatique, qui s'est quand même profondément transformé ces 20 dernières années, accentue cette situation très chaotique que nous traversons? Certainement, mais ce n'est pas, j'allais dire, la seule raison, et c'est vraisemblablement plus un symptôme qu'une cause, me semble-t-il. Pour essayer quand même de répondre à la question initiale que vous avez posée à Stéphane, comment définir le chaos? Il y a deux définitions, à mon sens, qui d'ailleurs sont tout à fait proches de celles de Stéphane. C'est qu'il y a une définition que je qualifierais de théorique et une définition plus empirique. Une définition théorique, il y a un anthropologue, Georges Ballandier, qui a très bien expliqué, d'une certaine manière, la matrice des sociétés, comment ça fonctionne. Alors, il fait une lecture de Durkheim, d'ailleurs, hein, le grand sociologue, l'inventeur de la sociologie, en tout cas en France, et il explique que, finalement, il y a trois faits majeurs dans une société. Il y a ce qu'il appelle les faits de fonctionnement, qui correspondent aux institutions, les faits de représentation, qui correspondent un peu à ce que Stéphane décrit dans les réponses aux questions que je lui pose dans cet ouvrage, c'est-à-dire les imaginaires, comment les peuples se projettent et comment, finalement, dans cette projection, ils intériorisent le passé et l'histoire qui est la leur. Et puis, il y a un troisième
un troisième fait, c'est le fait de fonctionnement. C'est le fonctionnement, j'allais dire, régulier et récurrent de la société. Alors, le fonctionnement, c'était le premier que vous avez cité aussi, non? L'effet de structure, pardon. L'effet de structure, l'effet de fonctionnement et l'effet de représentation. Et il explique finalement, une société rentre en crise quand il y a une forme de désalignement entre ces trois faits. Entre l'effet de structure, l'effet de fonctionnement et l'effet de représentation. Quand les institutions ne sont plus capables, si vous voulez, de porter à leur manière ce qui constitue les représentations profondes des sociétés. Quand il y a un hiatus entre, à un moment donné, le fonctionnement, pour aller très vite, de l'État et ce que ressent finalement le peuple dans ces soubassements qui sont ces soubassements historiquement hérités. Un exemple de cette dissymétrie, Arnaud? Ben, on le voit bien aujourd'hui que dans la représentation que l'on se fait de la nation, dans un certain nombre de secteurs de la société, des secteurs dirigeants notamment, des secteurs politiques, cette représentation ne correspond plus forcément à la façon dont la nation est vécue par une grande partie de la société. Sur la question, par exemple, de la laïcité, on voit bien qu'il y a eu une rupture qui s'est engagée depuis un certain nombre d'années, y compris dans des forces politiques qui se voulaient pourtant les plus grandes, j'allais dire, promotrices ou défenseurs de cette question de la laïcité. Donc là, il me semble que vous avez quelque part quelque chose qui, en effet, s'approche du chaos. Puis il y a une deuxième définition qui est plus empirique, mais qui n'est pas du tout contradictoire à la première. C'est que moi qui analyse le fonctionnement du politique comme Stéphane et comme certainement un certain nombre d'entre vous dans cette salle qui l'observe, c'est que il y a manifestement plus qu'un sentiment, c'est-à-dire que le pouvoir tel qu'il s'est construit dans une société comme la société française, c'est-à-dire une société qui a fait de l'État-nation la matrice de sa construction, le pouvoir n'apparaît plus en mesure de maîtriser. Il n'arrive plus à maîtriser les problèmes économiques, il n'arrive plus à maîtriser les problèmes de sécurité, il n'arrive plus à maîtriser manifestement ses frontières. Donc cette espèce de, j'allais dire, de perte de contrôle du politique sur la société, sur les évolutions internationales, sur les transformations économiques, sur les transformations techniques, eh ben, génère inévitablement non seulement un sentiment de chaos, mais une situation qui, indéniablement, est une situation chaotique. Alors, le chaos, donc, n'est ni une révolution, ni une crise, c'est intermédiaire, c'est une sorte de désordre généralisé qui s'installe, qui passe par le bas, et ce qui fait qu'il est peut-être trop tard déjà à l'heure où nous en parlons. Et puis, pour Arnaud Benedetti, donc cette dissymétrie entre le fait de structure, de représentation, de fonctionnement, et puis l'impuissance, en fait, Arnaud Benedetti, ce que vous nous dites, l'incapacité à pouvoir gérer un certain nombre de paramètres. Si on poursuit dans cette discussion autour du chaos, je voudrais poser la question à Stéphane Rosès, est-ce que le chaos n'est pas la logique habituelle de l'histoire? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'énerver sur une notion qui, en fait, est peut-être très étrangère à la réalité que nous vivons, si on compare à des époques antérieures où le chaos était peut-être au quotidien? Si on vit en Allemagne au moment de la guerre de 30 ans ou en France au moment de la guerre des guerres de religion, le chaos était perpétuel, non, Stéphane Rosès? Je ne pense pas perpétuel en ce que les sociétés ne peuvent pas vivre longtemps dans des situations d'instabilité généralisée. En tout cas, à partir de la modernité, les sociétés se sont donné les moyens par leurs institutions de tenir ensemble. Et au fond, le chaos, puisque vous m'interrogez sur l'histoire, le chaos, c'est le moment où effectivement il y a une désarticulation entre les façons d'être et de faire des peuples
qui les relie, et pour moi c'est pérenne, c'est-à-dire la façon d'être et de faire des Français en 2023 était la même avant la Révolution française. Nous avons un imaginaire projectif, universaliste, pour faire tenir ensemble des Celtes, des Latins, des Germains, et s'imbibé dans la philosophie Descartes, la musique, Rameau, Rabelais, enfin bref. Il y a différentes figures de cet imaginaire français et il y a chaos quand effectivement les outils des imaginaires que sont les institutions religieuses, les institutions politiques, les rapports sociaux, les rapports géopolitiques se désagrègent. Je ne connaissais pas Ballandier, enfin de loin, c'est Arnaud qui dans le livre m'y a ramené et moi je suis un professionnel, donc ce que je dis n'est pas issu de réflexion confrontée au réel, c'est l'inverse. J'ai constaté des constantes, des continuités, et j'ai été amené à dire des choses, effectivement, Arnaud n'a pas tort, où je dis les choses un peu différentes, mais c'est pas si éloigné que ça pour Ballandier. Donc, pour répondre à votre question, ma conception de l'histoire est que l'histoire n'est pas issue des forces matérielles, comme disent les marxistes et les matérialistes. Elles ne sont pas issues des forces des idées, comme pourrait le dire Hegel ou tous ces courants, mais de la capacité des peuples et civilisations à bien s'approprier le réel. Et le moment actuel de chaos est évidemment un moment tout à fait éclairant. La situation de la France est éclairante. Pourquoi sommes-nous les plus pessimistes au monde alors que notre modèle économique et social, quoique dégradé, fait encore des envieux et encore enviables? Il vaut mieux être un Français qu'un Anglais, qu'un Italien, un Espagnol, bref, et même maintenant un Allemand. Mais alors pourquoi sommes-nous les plus pessimistes au monde? Justement parce que les raisons sont culturelles. Arnaud a commencé à en parler. La malédiction française vient de ce que l'imaginaire français, c'est on construit notre avenir politiquement au travers de disputes politiques communes. Ça, c'est l'imaginaire de la nation. Depuis 30 ans, le sommet de l'État fait l'inverse. Il dit aux Français, pour survivre, il faut prendre en compte et respecter des réalités économiques. Et peu à peu, l'État, le sommet de l'État a asséché l'imaginaire français et l'État s'est retourné contre l'imaginaire de la nation, ce qui explique notre dépression morale, notre morcellement sur les territoires, notre recul économique. L'État est contre la nation alors en France. Oui, l'État s'est retourné contre la nation. Et pourquoi c'est si difficile pour la nation, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, pour reprendre la main sur l'État? Mais pour des raisons historiques. La France s'est constituée autour de l'État et l'État a précédé la nation. Ce qui fait que ce qui est chargé de tenir ensemble les Français, insérés dans l'Union européenne et ses politiques néolibérales adaptées à l'imaginaire allemand ordo-libéral, fait que les Français ne peuvent ni consentir à ce qui se passe, ni facilement dire « bon ben,
on va mettre l'État, on n'a plus besoin de l'État, et le président Macron, tellement dorénavant en déphasage, Arnaud l'a dit, 82% des Français souhaitent un pouvoir fort en France. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les débats politico-médiatiques? Les 2/3 des Français disent depuis 7-8 ans qu'on ne se sent plus en France comme chez soi. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'essentiel des débats politico-médiatiques? Donc il y a un déphasage total entre ce que vaut le fond du pays, la classe politico-médiatique et la capacité facilement des Français de reprendre la main sur le cours des choses, parce qu'il y a un surplomb de l'État historique et ça veut dire à la fois arrogance et inculture au sommet de l'État et grand attentisme, passivité. Alors, il y a eu une grande châterie, les Gilets jaunes, soutenus par les 2/3 des Français, mais le pays se débat dans cette malédiction française qui explique notre affaissement dans tous les domaines industriels, d'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors, c'est difficile de saisir quand même pourquoi l'État se montre à ce point contre la nation. D'abord, Arnaud Benedetti, est-ce que vous validez l'intégralité de cette malédiction française? Sachant que l'État prélève quand même beaucoup de la richesse nationale. Alors, je valide l'intégralité, mais j'ai un petit point de différence avec Stéphane sur finalement la raison de cette situation. Stéphane insiste sur finalement le fait que nos dirigeants se seraient de fait ralliés à des politiques néolibérales. Moi j'ai un petit souci avec cette notion de néolibéralisme. Je pense qu'ils se sont surtout ralliés à des politiques qui sont des politiques techniques et technocratiques, avant d'être libérales. Mais je voudrais juste faire un point sur quand même, avant de revenir à cette question, sur la question de l'opinion publique. Vous voyez, on était un peu à franc renversé, ça devrait être Stéphane, mais quand on regarde, par exemple, si vous voulez, ce désamour français vis-à-vis de la politique, il se manifeste avec plusieurs indicateurs. Bon, il y a un indicateur qui est intéressant, moi, que je regarde chaque année, qui est l'observatoire qui a été mis en place par le CEVIPOF, le centre d'études de Sciences Po qui suit les mouvements de l'opinion publique et qui publie chaque année un baromètre sur la confiance dans nos institutions. Ce baromètre a maintenant, je crois, une 20aine d'années. Et il est très intéressant de constater que, année après année, on note une dégradation de cette confiance, à la fois dans nos institutions, mais surtout, et c'est peut-être ce qui est aussi finalement la raison pour laquelle il y a cette dégradation dans les institutions, une dégradation dans le personnel qui est censé faire vivre ces institutions. On pose des questions régulières. Qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui le politique? Vous avez près d'un tiers des Français qui disent que les politiques leur inspirent du dégoût. Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui dans les politiques pour mener des politiques qui soient des politiques justement de bien commun? Vous avez 70-80% de nos compatriotes qui ne font pas confiance. Donc on a là un phénomène qui est quand même massif en termes de défiance et qui, à mon sens, est en effet plus fort en France pour les raisons que Stéphane a explicitées. C'est que ce qui fait la spécificité de la France, c'est que la France est une nation politique avant d'être, j'allais dire, une nation, même j'allais dire presque culturelle. C'est-à-dire que ce qui a construit la société française, ce qui a construit la France, c'est le politique à travers l'État. Vous avez d'autres sociétés qui se sont agrégées différemment, qui ne se sont pas forcément agrégées par le politique, qui peuvent s'agréger par la culture, qui peuvent s'agréger par l'économie. Ça a été le cas de l'Italie, ça a été le cas de l'Allemagne. L'État arrive tardivement, l'État unitaire. En France, l'État remonte très loin dans notre histoire. Et Tocqueville l'a très bien expliqué dans l'Ancien Régime et la Révolution, lorsqu'il explique clairement que, de fait, la Révolution, finalement,
plus tard Napoléon, parachève un processus qui est un processus multiséculaire, comme le disait le général de Gaulle. Donc la déception vis-à-vis du politique, du fait de cette histoire très longue, très profonde, elle est explicable historiquement, parce que nous investissons beaucoup plus dans le politique comme un levier capable, justement, pour reprendre l'expression de Stéphane, de nous projeter dans l'avenir et de nous protéger également, à la fois de nous protéger et de nous projeter. Et cette capacité de protection, comme cette capacité de projection, aujourd'hui, elle apparaît d'une certaine manière encalminée et en panne. Et un autre indicateur qui, à mon sens, est encore peut-être plus, j'allais dire, parlant que ces baromètres annuels qui sont publiés par le Cevipof, c'est quand même un phénomène qui est un phénomène maintenant qui s'étale sur plusieurs décennies, c'est-à-dire que on a, on le constate, élection après élection, un reflux de la participation électorale qui, quelque part, ne dit pas que les Français ne s'intéressent plus à la politique, mais qu'ils ne pensent plus forcément, pour un certain nombre d'entre eux, que l'acte de vote leur permet d'avoir une prise sur leur destin et sur leur destinée. Il est clair que les 2 dernières élections législatives sont très intéressantes de ce point de vue-là. Nous avons les députés depuis 2017 et depuis 2022 qui sont les plus mal élus que la République ait connus depuis que la République est République. Clairement, on a les assemblées nationales les plus mal élues, avec des taux d'abstention qui sont des taux d'abstention quand même très importants, qui sont au-delà de 50%. Donc, ce qui, quelque part, dit, en effet, une forme de désaffection vis-à-vis de la représentation politique. Mais alors, pourquoi cette désaffection vis-à-vis de la représentation politique? Tout simplement parce que, encore une fois, le pouvoir et le politique, dans sa capacité de faire, ne paraît plus en mesure de faire. Donc, il y a une forme, ce que je dis là est assez trivial, hein, et encore une fois, au-delà des enquêtes, on peut le lire régulièrement dans le témoignage, ou même quand on écoute un certain nombre de nos concitoyens, c'est qu'ils ont l'impression que le politique ne peut plus rien pour eux. Et donc, on a là une crise qui est majeure et qui est plus forte quand même en France qu'ailleurs, parce que quand on regarde là aussi les taux de participation électoraux, ils sont en reflux de manière beaucoup plus forte en France qu'ils ne le sont dans d'autres pays. Alors avec d'autres modes de scrutin, d'autres cultures politiques, j'en suis tout à fait conscient. Et alors dans les événements, je pense, les plus récents, ce qui me semble cristalliser tout ce que l'on dit là depuis quelques instants, c'est que il y a un phénomène qui, ces dernières années, à mon avis, constitue un trauma profond de la vie politique française, c'est la façon dont on a détourné le résultat du référendum de 2005. Je crois que là, il y a en effet quelque chose de très important qui s'est passé, parce que nous avons, alors pour des raisons diverses, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais enfin nous avons rejeté un projet de traité constitutionnel que le pouvoir politique, quelques années plus tard, a réintroduit dans le droit non seulement européen, mais aussi donc dans le droit français, alors avec quelques, évidemment, toilettage, qui est le traité de Lisbonne. Et là aussi, je pense qu'il y a, avec cet événement, à mon avis, un élément supplémentaire de dégradation dans la relation des citoyens aux politiques, dans la relation des citoyens à l'État, et c'est ce qui explique aussi, vraisemblablement, cette situation tout à fait, j'allais dire, assez nouvelle dans laquelle nous nous retrouvons, où nous avons un champ politique qui est très balkanisé, et il est balkanisé comme l'est la société française. Alors, Stéphane Rosès, sur cette analyse, mais vous me parlez beaucoup en fait de l'état du monde politique, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le sentiment que le chaos de ce point de vue est présent. Si on prend la crise du Covid par exemple, l'État a su montrer des capacités d'encadrement d'une population qui en partie exigeait aussi cette manière de faire de l'État. Et on a pu verbaliser des gens dans des situations parfois tout à fait étonnantes. Juste un point, peut-être, je laisserai Stéphane répondre. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'État en France. Non, mais je suis d'accord, il y a un État, il existe encore, et on le sent très bien dans nos vies personnelles et dans nos vies privées parfois. Mais il y a quand même un paradoxe extraordinaire, c'est que, à proportion que l'État est de moins en moins stratège et de moins en moins protecteur, il devient, à proportion, de plus en plus intrusif dans nos vies personnelles.
Et ça, je crois que c'est un des grands constats que l'on peut faire finalement de cette crise sanitaire que nous avons traversée. D'abord, la capacité finalement d'une société à accepter des contraintes qui, moi, à titre personnel, pour un certain nombre d'entre elles, me choquaient profondément. Mais force est de constater, est-ce que c'est l'effet de la peur? On sait que parfois la peur est en effet un mécanisme qui conditionne les soumissions. Mais ce qui est quand même, j'allais dire, assez explicite dans cette séquence très particulière, c'est que, en effet, l'État a agi, mais il a agi finalement dans un registre qui n'est pas celui forcément que l'on attend dans une démocratie libérale. Stéphane Rosès. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que la façon dont les civilisations et peuples ont réagi à la Covid est tout à fait illustratif sur ce qui anime les communautés humaines. Il suffit pour une communauté humaine de redouter une pandémie pouvant toucher au hasard n'importe qui pour que les dirigeants décident d'arrêter momentanément l'économie et, Arnaud a raison, de limiter les libertés individuelles, les peuples acceptant au fond assez facilement de mettre de côté l'économie et les libertés individuelles pourvu que tous ensemble, les peuples réagissent de la même façon. Donc, dès qu'il y a une crise, comme une crise pandémique, a fortiori, quand il y a un chaos, la réaction des peuples et des gouvernants renseigne sur ce qui agit en profondeur les peuples. Alors, la France, l'État et la pandémie plus précisément. La France, en général, quand il y a une grave épreuve frontale qui vient de l'extérieur, sait assez bien s'ordonner. Ça a toujours été comme ça. C'est lié à notre imaginaire, parce qu'encore une fois, on rentre dans les détails dans le livre. La singularité française vient de sa géographie en Europe et de son histoire. Quand le premier roi des Francs, Clovis, on va chercher un roi franc extérieur pour unifier les tribus gauloises. Et donc, quand il y a un choc extérieur, il y a un assemblage qui se fait. Moi, j'ai travaillé 35 ans pour EDF et j'ai beaucoup travaillé pour le distributeur. Les Japonais venaient voir après Fukuyama la façon dont fonctionnait le système de distribution de l'électricité en France quand il y avait des crises. Les Japonais, très rigoureux, ne comprenaient rien. Parce que le Français, quand il y a une crise, il se met autour d'une table et il n'a pas besoin d'attendre les ordres du chef pour se mettre en mouvement. L'État français a été complètement défaillant en tout. Il n'a pas prévu. Il a même bazardé les stocks, les institutions de prévention. Nous avons eu 3 semaines de retard par rapport à ce qui arrivait d'Italie. Et au fond, c'est la nation, notamment les personnels hospitaliers, qui ont mis de côté les systèmes baroques de la gouvernance à l'hôpital, où il y a un double pouvoir, le pouvoir des technos, le pouvoir des soignants. Sous l'urgence, c'est les soignants qui ont repris le pouvoir et qui ont, au fond, fait face. Donc, je dirais, il y a un État qui fonctionne poussé par le pays, poussé par l'urgence, mais
Est-ce que les gouvernants ont tiré des leçons? Non, ils ont continué à supprimer des lits d'hôpitaux. Moi, j'ai eu la chance cet été de fréquenter un peu l'hôpital pour des problèmes de santé. C'est la croix et la bannière pour avoir une ambulance. C'est la croix et la bannière pour accéder à des centres de rééducation. Il y a une situation à l'hôpital, en rien les gouvernants continuent à faire des réformes au travers de visions qui ne partent pas des métiers, mais de ce que Alain Supiot appelle la gouvernance par les nombres. De ce point de vue-là, on n'est pas en désaccord avec Arnaud. Quand j'utilise le terme de néolibéralisme, c'est pas un néolibéralisme. C'est pas l'ultralibéralisme, c'est pas l'économie et les rapports sociaux. C'est un mode de gouvernance où la technique, la technostructure, la gouvernance par les nombres, comme dit Alain Supiot, donne le là sur les communautés humaines. Et de ce point de vue-là, ce qui est devenu l'Union européenne, c'est véritablement ça. Et si toutes les civilisations, tous les peuples se replient, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le cours des choses, on peut plus dire c'est l'impérialisme américain ou le totalitarisme soviétique, on ne peut plus dire c'est tel type de communauté humaine qui donne le là, non, ce sont les marchés, c'est la technique, ce sont des grandes institutions internationales adémocratiques ou antidémocratiques comme l'Union européenne, le FMI, l'OMC. Bref, les peuples ont le sentiment qu'ils sont dessaisis de la maîtrise de leur destin, ils se fragmentent et pour éviter la fragmentation, ils se replient et peu à peu, ils vont se confronter à l'autre. C'est ça le chaos international. C'est que le cours des choses fait que la globalisation néolibérale, économique, financière, numérique, s'autonomise de la mondialisation mosaïque de civilisations et de peuples différents. D'où le fait qu'avec Arnaud, on ait parlé dans nos échanges de phénomènes de décivilisation, des civilisations qui se voient déstabilisées dans leur fondement, et effectivement de repli des peuples et de montée aux guerres. Guerre économique et guerre militaire. On a commencé à travailler avant la guerre en Ukraine, on voit ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, on voit monter un ressentiment, on l'a vu au plan international à l'égard de l'Occident, avec la montée du Sud global. Bref, le chaos, il prend des formes différentes selon les pays. Chez nous, c'est paroxystique, mais tous les pays ont le sentiment que leur destin leur échappe et que ce sont des marchés, des techniques, des logiciels qui font non pas l'avenir, parce que l'avenir c'est une construction, mais le futur, et on demande au peuple de s'adapter. On ne demande plus au peuple « construisez votre avenir », on dit au peuple « adaptez-vous ». Eh bien ça, les peuples refusent. Ils préfèrent faire la guerre pour faire la démonstration qu'ils existent plutôt que d'accepter que ça soit la technique et la technologie qui leur imposent, au fond, un cours des choses qui leur échappent. Et avec l'intelligence artificielle, c'est pas prêt de s'arrêter. On imagine bien que la pression va s'accentuer encore sur les peuples. Juste, Stéphane Rosès, je voulais avoir une précision sur la notion d'imaginaire.
qu'est-ce que vous mettez dedans et quel est le fondement scientifique de ce concept d'imaginaire? Le fondement scientifique, ce sont les constats empiriques. Bill Gates était venu à Paris et lors d'un petit déjeuner du Monde, je l'avais interpellé. Je lui avais dit, Bill Gates, vous dirigez une des plus importantes GAFAM, vous avez une fondation qui rayonne dans le monde entier. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les peuples sont de plus en plus interdépendants numériquement, économiquement, sanitairement, écologiquement, et pourtant ils se renferment tous humainement et politiquement? Il ne m'a pas donné de réponse, ou il m'a donné une réponse à côté. Il m'a dit oui, mais grâce à la mondialisation, même les peuples qui étaient les plus en difficulté ont pu progresser. C'était pas ça ma question, justement. Pourquoi même les peuples qui progressent? Pourquoi même les peuples d'Europe du Nord? Pourquoi tous les peuples se renferment? Alors voilà ma démonstration scientifique. Bill Gates n'a pas pu répondre à ma question. Nous proposons une réponse, mais on est prêt à confronter les réponses des uns et des autres, qu'ils soient marxistes ou idéalistes. Le fond, l'analyse des imaginaires, c'est que chaque communauté humaine, tribu, peuplade, ethnie, se rassemble parce que chez les sapiens, on sait qu'on va mourir. On va mourir tous individuellement et pour faire face à la nature, à l'adversité, il faut se mettre en communauté. Et pour se mettre en communauté, il ne faut pas seulement se dire « tiens, il y a un bison qui nous attaque ». Il faut prêter au bison une essence, une caractéristique. Et ça fait l'animisme, ça fait le polythéisme, ça fait le monothéisme. Il faut donner sens par le langage et par ce qu'on fait, au fait qu'on va s'assembler. Évidemment, on ne s'assemble pas de la même façon si on est un pygmée ou si on est des Celtes, des Indo-Européens, peu importe. Bref, les communautés s'assemblent. Et elles s'assemblent au travers de récits, de symboles, d'institutions, de représentations, de rites. Et une présidentielle, avec ses 2 tours, c'est un rite. Moi, j'ai travaillé pour 5 présidentielles, pour 16 candidats différents, 3 présidents de la République, c'est un rite. Je ne m'en suis pas aperçu dans la première. Et à partir de la 2e, de la 3e, c'est un rite. La dernière, le rite, n'a pas eu lieu. On s'en explique dans le livre, donc on est dans la situation que l'on sait, mais l'imaginaire d'un peuple vient de la façon dont ce peuple s'est assemblé. Et l'imaginaire, c'est la vision, la façon d'être, la façon de faire d'un peuple. La diplomate américaine Madeleine Albright disait « Seuls les Français peuvent dire « j'y crois en théorie et pas en pratique ». Helmut Schmidt, qui est un francophile, disait « Les Français, dès que je les vois, ils me parlent de vision. Mais quand j'ai un problème de vision, disait-il, je prends des lunettes. » Eh oui, un Français, c'est pas un Allemand. Le traumatisme français, c'est comment on fait la France avec des Celtes, des Latins, des Germains. Et donc notre façon de faire, c'est de voir le réel toujours
en léger décalage. Ça fait que nous sommes leaders dans le luxe. Ça fait que nous avons une très bonne recherche fondamentale. Nous avons une excellente école de mathématiques. Nous avons une façon singulière de penser, de créer, de travailler, de commercer, d'aller sur Internet, de nous disputer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'imaginaire français depuis des siècles. Par contre, ce qui bouge avec le réel, ce sont les institutions. C'est l'idée que notre pays se fracasse tout le temps, qui fait des révolutions. Mais quand Péguy dit « La République une et indivisible, notre royaume de France », il a compris que derrière les apparentes ruptures, il y avait une continuité dans les façons d'être et de faire. Il disait même plus précisément, le curé et l'institut laïque se font la guerre pour moi. Ils disent la même chose. Que disent en commun le républicain et le monarchiste catholique? Ils disent que pour s'assembler, il faut avoir toujours un dépassement. La République, ce n'est pas une simple démocratie. Donc, voilà ce que sont les imaginaires, selon moi, pérennes des peuples, qui se donnent ensuite des institutions, des types de rapports sociaux, des rapports à la géopolitique. Hein. Bon, on pourrait passer des heures sur... Mais justement, Stéphane Anzès, je vais reposer la question aussi à Arnaud sur le sujet. Est-ce que vous ne raisonnez pas, et pardonnez cette remarque, est-ce que vous ne raisonnez pas selon un schéma assez ancien qui consiste à dire que les peuples sont dans des territoires avec des institutions, mais maintenant, finalement, les communautés se reconstituent au gré de tous les choix que l'on peut faire et on peut avoir une communauté, je ne sais pas, moi si je suis passionné de tatouage, je peux créer une communauté avec tous les tatoueurs sud-coréens, australiens et californiens. J'aurai beaucoup plus d'affinité communautaire qu'avec mon voisin, qu'avec le français rural qui est à 300 km de chez moi et que finalement les territoires, tout ça c'est fini. Les territoires sont maintenant des territoires de l'esprit qui obéissent à des rhizomes et c'est une logique réticulaire maintenant qui l'emporte sur toutes les formes d'identité, donc les imaginaires évoluent. Oui, maintenant, non. Non, les peuples se replient, les sociétés. Mais les peuples, c'est déjà une ancienne façon de voir, oui, non? Oui, absolument. Mais moi, personnellement, si je suis arrivé à tout ça, c'est pas que j'ai un goût pour la nostalgie ou la mélancolie. Je dirais même quand j'étais jeune, je pensais absolument l'inverse. J'étais un internationaliste trotskiste. Je pensais que les nations s'étaient dépassées, voilà. Donc, oui, mais ensuite, j'étais un professionnel pendant 40 ans, et ces 30 dernières années, j'ai eu l'occasion de m'interroger et de remettre en cause mes grilles d'analyse. Ce que l'on voit aujourd'hui partout dans le monde, c'est un repli des peuples. Alors, l'imaginaire français, puisque nous sommes universalistes, fait que sans cesse nous mésestimons la singularité des peuples. J'avais même dit à l'éditeur que si on avait raison dans notre diagnostic, il n'y avait aucune raison que notre livre se vende en France. Les Français sont universalistes. Ils pensent que les Allemands sont des Français en plus disciplinés, les Italiens, des Français qui aiment le bel canto chanté, ou les Anglais, des Français perfides. Si vous allez voir le film Napoléon, c'est assez vrai. Hein. Bon, mais non, les Anglais sont les Anglais. Les Allemands sont les Allemands.
Et il faut suffisamment comprendre et connaître ces différents pays pour bien voir les différences. Moi, j'y ai accédé parce que j'ai bossé pour la Commission européenne, quand j'étais à la SOFRES, l'Institut de la CIA, l'USIA, mais aussi le Marshall Fund. J'ai fait beaucoup d'études internationales, encore récemment pour HEC, Ernst & Young, auprès des leaders économiques et d'opinion. Je me souviens, il y a 10 ans, un journaliste, j'étais devant le Marshall Fund, et un journaliste de l'Obs m'avait dit un peu comme vous, il m'avait dit « Oh là là, vous utilisez le terme de civilisation, mais alors plus personne dans les sciences humaines utilise le terme de civilisation. » Alors, je lui avais dit, mais écoutez, je vous ai donné des faits empiriques sur les différences d'attitude au plan international des uns des autres. Moi, je suis pas fétichiste, hein, mais si vous avez un autre terme pour me dire en quoi et pourquoi, dans l'étude que je viens de vous présenter, les habitants d'Asie, d'Europe, des États-Unis, d'Afrique et d'Amérique latine se distinguent, allez-y, utilisez un autre terme. Mais moi, je suis ni un idéologue, ni un théoricien. Je suis un professionnel qui essaye de rendre raison. Ainsi, le Sud global qui se constitue aujourd'hui, évidemment, la Chine, ce n'est pas l'Inde. Ce n'est pas le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Eurasie, les pays arabo-musulmans, oui, mais sur les grandes questions, comme la guerre en Ukraine, par exemple, ils votent tous ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi l'expression d'un repli des peuples dans tous les domaines. Regardez les questions environnementales. Sauf qu'ils sont capables de s'entendre sur des positions communes, c'est ce que vous venez de dire. Sur sur des positions communes, sur la guerre en Ukraine, par exemple. Oui, mais le Sud global s'entend par rapport à un ressentiment à l'égard de l'Occident, pour partie compréhensible, mais pour l'heure, alors ça fait partie des solutions possibles face au chaos. Est-ce que la nouvelle ligne de partage entre l'Occident et le Sud global va permettre de faire bouger les modalités de la globalisation de sorte que les civilisations et peuples se replient se réapproprient le cours des choses. Ce pourrait être alors une bonne nouvelle. Mais si c'est la religion, on le voit dans le conflit israélo-palestinien, si ce sont les religieux qui donnent le là, si on va vers la guerre, là on est dans le scénario, je dirais, le plus difficile. Alors Arnaud, peut-être, si vous voulez, moi, une réaction dans tout ça. Je suis plus réservé, c'est-à-dire que je crois en effet qu'il y a une persistance des civilisations, et on le voit aujourd'hui dans une tectonique qui, sur le plan géopolitique, nous montre bien que cette résurgence des civilisations est au principe d'un certain nombre de conflits, mais qu'il y a quand même un facteur qui est un facteur nouveau, qui n'est pas un facteur nouveau d'ailleurs, qui est un facteur historique, qui relève de la dynamique historique, mais qui s'est accéléré, ce sont les interdépendances. Qu'est-ce que c'est que la globalisation? Finalement, la globalisation, c'est le produit des interdépendances. Donc, la réalité, c'est que, à quoi nous assistons, c'est que ces imaginaires qui sont décrits par Stéphane Rosès dans cet ouvrage sont des imaginaires qui sont profondément bousculés par cette globalisation et par ces interdépendances. Ces interdépendances, elles sont quoi? Elles sont le fruit de l'économie, hein, des échanges commerciaux, de la financiarisation, et puis aussi de la technique. C'est ce qui, quand même, est aussi un des facteurs de la mondialisation et de la globalisation. Mais, moi d'ailleurs, je vais faire un petit distinguo entre mondialisation et globalisation. C'est-à-dire que la globalisation, c'est une étape supplémentaire dans la mondialisation. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez,
pour en revenir à la question du politique et de la capacité du politique à maîtriser, c'est que finalement, ce qui a été la grande forme en Europe qui a permis aux politiques de s'exprimer au XIXe puis au XXe siècle, c'est l'État-nation. Et ce que l'on voit, c'est que les États-nations européens ont été profondément bousculés depuis maintenant plus d'un demi-siècle par la globalisation et ne paraissent plus toujours en mesure de répondre à un certain nombre de problèmes que leur pose leur société. Et j'allais dire, au-delà finalement des formes parfois interétatiques ou supra-étatiques que nous avons imaginées pour justement répondre à cette question de la globalisation, ces formes existent, hein, elles ont été citées pour certaines d'entre elles par Stéphane, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, les structures interrégionales comme l'Union européenne qui veulent aller vers plus d'intégration, voire plus de fédéralisme, sont elles-mêmes ces formes qui sont quand même des formes politiques, si vous voulez, pour répondre à la question du territoire. Elles sont quand même attachées, je pense par exemple à l'Union européenne, à une logique de territoire. Ces formes sont elles-mêmes aujourd'hui concurrencées par d'autres structures qui ne sont pas stricto sensu à proprement parler politique, mais qui jouent un rôle politique, qui ont une dimension politique, qui ont un impact politique, qu'il s'agisse des fonds de pension, qu'il s'agisse des fonds d'investissement, ou pour peut-être les derniers d'entre eux qui sont nés ces 20 dernières années, les GAFAM. Les GAFAM, ce ne sont pas seulement, j'allais dire, des pouvoirs techno-économiques, ce sont aussi des pouvoirs qui ont indéniablement un impact politique. Quand vous avez les grandes plateformes qui décident, il y a 2 ans, de suspendre le compte d'un président américain, elles font manifestement un choix qui est un choix politique qui obéit à un certain nombre d'ailleurs de critères parfois idéologiques. Quand vous avez des États, je pense au Danemark, qui décident de déléguer un ambassadeur auprès des GAFAM, d'une certaine manière, ils lui reconnaissent une forme politique. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, et de ce point de vue-là, j'ai pas de réponse, mais par contre, ça renforce, si vous voulez, cette impression de chaos, c'est que, un peu comme au moment de la chute de l'Empire romain, on a des formes, j'allais dire, d'organisation qui surgissent à côté de formes d'organisation historiquement héritées, hein, comme l'État-nation, ou même, encore une fois, des structures interrégionales. On a des formes nouvelles qui sont en train de venir concurrencer même les États. Vous voyez la difficulté qu'ont, par exemple, les chefs d'État à taxer les GAFAM montre bien qu'il y a quelque chose qui leur échappe. Donc, ça aussi, c'est d'une certaine manière représentatif du chaos que nous traversons. Et quant à la question des civilisations, oui, elle me paraît quand même extrêmement présente. Je voudrais juste dire un mot pour en revenir quand même à cette définition du chaos que vous avez introduite en début de ces échanges. Moi, si vous voulez, le chaos, pour peut-être être plus encore pragmatique, c'est quand les élites n'arrivent plus à penser le monde, ne sont plus capables de le comprendre. Moi, je suis frappé, si vous voulez, bon, je suis comme Stéphane, on fait quelques plateaux, et puis je regarde comme vous et comme chacun d'entre nous, par exemple, la façon dont les commentateurs peuvent, à un moment donné, appréhender une situation géopolitique, une situation internationale. Je suis frappé, si vous voulez, par l'incapacité de l'Occident à ne pas comprendre qu'il n'est plus le centre du monde et qu'il n'est plus le seul au monde. Si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui apparaît à l'épreuve de cette crise ukrainienne et dans une moindre mesure à l'épreuve de ce que l'on est en train de vivre depuis le 7 octobre en Israël, c'est que les positions qui sont les positions occidentales ne sont pas des positions qui aujourd'hui sont partagées, c'est le moins qu'on puisse dire, par le reste du monde. C'est qu'aujourd'hui, non, la Russie, contrairement à ce qu'on dit sur les plateaux de télévision en France, n'est pas, on le dit moins hein, aujourd'hui, on le dit un peu moins aujourd'hui, mais la Russie, quoi qu'on pense
de ce qu'elle a pu faire en Ukraine, je veux dire, n'est pas si isolée que ça. Donc ça, c'est une réalité. Et d'une certaine manière, il y a une forme, j'allais dire, peut-être d'aveuglement de nos élites, de ne pas comprendre que nous ne sommes plus seuls au monde. Et surtout, ce qui, à mon avis, redouble la difficulté, c'est que l'Occident bénéficiait d'une espèce de capacité d'attraction, voire de force morale, qui, durant la guerre froide, malgré tout, a servi, in fine, à l'élan de sa victoire future par rapport au totalitarisme, et qu'il ne bénéficie plus vraisemblablement de cette force morale et de cette capacité d'attraction. Donc le chaos, c'est aussi l'incapacité qu'ont, à un moment donné, les élites à comprendre le monde dans lequel elles vivent. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en plus, en France, j'allais dire, on a une tradition du chaos. Et on ne sort du chaos que par la crise et que par la rupture. Finalement, la Révolution française, c'est l'incapacité d'un ancien régime à se réformer. C'est l'erreur qu'a peut-être commis Louis XVI, si on écoute Bainville, de ne pas avoir finalement fait ce qu'avait fait son grand-père, c'est-à-dire véritablement supprimer les parlements. En tout cas, c'est la thèse de Bainville qui, pour lui, considérait que la monarchie aurait pu être sauvée si Louis XVI n'avait pas été aussi faible. C'est donc l'incapacité à un moment donné des élites, non seulement à comprendre le monde dans lequel elles sont, mais aussi à le réformer. Finalement, quand on regarde ce qui s'est passé durant l'entre-deux-guerres, c'est une incapacité de l'État à pouvoir, là aussi, se réformer, ce qui fera que d'ailleurs beaucoup de réformateurs des années 30 et notamment de technocrates vont considérer à tort, c'est un crime tragique, que l'on peut réformer la société française et réformer l'État sous la botte de l'occupant. Il y avait beaucoup de technocrates à Vichy. Il n'y avait pas que des idéologues, il y avait beaucoup de technocrates. Et des technocrates parfois très, très brillants, mais qui avaient fait ce choix-là, ce choix dramatique et aveugle. Et il aura fallu attendre la libération pour que, je veux dire, là aussi on arrive d'une certaine manière à se reconstruire. Ça a été le cas en 58. En 58, on a finalement un système institutionnel qui est incapable de résoudre finalement la question de la décolonisation et notamment la question algérienne, avec une instabilité chronique sur le plan institutionnel, et qui va se trouver finalement l'homme qui en 44 a permis le fait que la France puisse s'asseoir à la table des vainqueurs, malgré quand même une défaite qui était une défaite considérable, il faut quand même le rappeler, en 1940. Donc il y a, et ça je pense que là on rejoint finalement encore une fois le facteur très politique de la société française, c'est qu'à un moment donné, oui, on sort du chaos, mais parce qu'il y a un sursaut historique qui permet de sortir de ce chaos. Ça a été le cas finalement aussi en 1871, dans les années 1871-1875, après la chute de l'Empire, où on a toute une génération, ce qu'on appelait d'ailleurs une génération et des couches nouvelles, pour reprendre l'expression de Gambetta, qui vont relever le défi, là aussi, du relèvement de la nation. Mais ça, c'est quand même une spécificité très française, une singularité très française, qu'on est capable de sortir des crises, qu'on est capable de sortir du chaos qu'à partir de la crise. Ça, c'est quelque chose qui me paraît assez fort dans notre histoire, en tout cas la plus récente. Et quelque part, quand on regarde la situation dans laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons, nous nous demandons comment nous pourrons éviter finalement une sortie de la crise par la crise. Alors c'est la question justement. Alors Arnaud Benedetti, vous avez fait la transition avec le dernier point, parce qu'on va ensuite poser des questions. Vous allez ensuite poser des questions à nos deux invités. La question qui se pose à présent, Stéphane Rosès, c'est quels sont les scénarios? Est-ce qu'on peut esquisser assez brièvement pour qu'on puisse donner un petit peu de temps aux invités pour pouvoir parler des scénarios? Je pense que, comme toujours, on a eu raison de passer du temps sur le diagnostic, car évidemment, il ne peut pas y avoir de bonne réponse à partir de diagnostics qui ne seraient pas justes ou s'approchant de la réalité. Si la raison du chaos vient au plan international de ce que le cours des choses entraîne que la globalisation économique, financière et numérique sort des gonds de la mondialisation mosaïque de civilisations, peuples, avec leur imaginaire singulier, la réponse, c'est de remettre
le cours des choses sous la maîtrise des communautés humaines par le politique. C'est de remettre la globalisation et ses instances de gouvernance néolibérale sous la coupe de la mondialisation. Au plan européen, ça veut dire, par exemple, faire en sorte que les institutions européennes soient conformes au génie européen. Les institutions européennes, c'est l'inverse du génie européen. Le génie européen, c'est depuis Mare Nostrum de faire de la diversité du commun. Les institutions européennes, c'est la prétention de fusionner des peuples au travers de procédures uniques. Eh bien, les nations se détruisent sans rien construire de communauté européenne, et l'Europe sort de l'histoire. C'est plus elle qui décide ce qui se passe en Ukraine. Ça se décide à Washington, à Moscou et à Pékin. Beaucoup Washington, Pékin, dont Moscou n'est qu'un prétexte géopolitique. Donc, il faut, pour sortir du chaos, que les institutions soient conformes aux civilisations et aux peuples. Ça veut dire le retour des souverainetés nationales, conditions des souverainetés populaires. Mais ça veut dire aussi... Vous sortez de l'Union européenne, Stéphane Rosès? Pas du tout, non. C'est l'Union européenne qui est sortie de l'Europe. Donc, il faut que l'Europe des nations se réapproprie les institutions européennes en donnant plus de pouvoir au Conseil de l'Europe, en arrêtant d'élargir, de se contenter de transformer l'Europe en vaste marché, à l'inféodé aux États-Unis. L'Europe doit d'autant plus cultiver sa singularité que, de la même façon qu'il y a des Suds globales, il y a des Occidents. Il y a la conception, il y a l'imaginaire européen et il y a l'imaginaire américain. Nous, Européens, sommes plus à même, et de façon très désordonnée, comme à son habitude, Emmanuel Macron essaye de façon très maladroite de se distinguer, mais nous, Européens, ce qui nous relie, c'est d'abord, nous savons ce que sont les frontières, alors que les Américains, c'est une terre promise, ils ont liquidé les Indiens, donc ils sont dans l'illusion de la mission par le haut, alors que nous, on s'est pris des baffes, on s'est pris des guerres, on sait ce que sont les frontières et on sait plus volontiers la diversité des peuples. C'est pour ça que Brzezinski et Kissinger, américains venant d'Europe centrale, avaient dit « Si on continue comme ça avec l'Ukraine, à vouloir otaniser l'Ukraine sans la faire entrer dans l'OTAN, les Russes nous feront la guerre. Ils accepteront jamais ça. » Kissinger et Brzezinski venaient de cette Europe. Donc, ils étaient plus à même de comprendre comment fonctionne un Russe. Eh bien, un Russe, ça fonctionne pas comme un Ukrainien. C'est des affaires anciennes, des affaires théologiques même, qui datent de l'orthodoxie. Qu'est-ce qu'il y a ? Poutine pense un peu différemment. Je dis, Poutine ne pense pas forcément qu'un Ukrainien pense différemment d'un Russe.
Non, parce que Poutine, il pense, mais Poutine, il est du KGB, il ne sait pas ce qu'est l'orthodoxie. Donc il a une vision, ce qu'il a en commun avec les néoconservateurs américains, c'est qu'il a tendance à penser que l'histoire se fait par le haut. Mais la singularité en Ukraine, de l'Ukraine de l'Ouest, c'est des débats, je vois Régis qui est là, qui ont traversé l'orthodoxie depuis l'occupation des Polonais catholiques en Ukraine. C'est-à-dire que l'imaginaire de l'Ukraine occidentale a fait une singularité de l'orthodoxie de Kiev par rapport à l'orthodoxie de Constantinople et de Moscou. Donc, il faut absolument faire en sorte de reciviliser la mondialisation en donnant une prise aux peuples sur leurs institutions, sur leurs gouvernants, et effectivement, ce sud global qui, pour l'heure, se coalise sur le ressentiment à l'égard de l'Occident, ça peut être un scénario, parce qu'au fond, il y a 3 scénarios. Soit par le haut, il y a régulation de la mondialisation, et on remet la globalisation dans la mondialisation en passant, nous, Occident, de l'universalisme à l'universel, ce qui est très différent, on en parle un peu dans le livre, soit par le bas et par un coup, les sociétés se réapproprient la maîtrise de leur destin, soit c'est le chaos, il y a une course de vitesse. Le chaos est plus rapide à arriver que des processus de moyen et de long terme. Donc les crises, comme celle terrible pour les populations que nous connaissons en Ukraine, en Israël avec le 7 octobre, mais aussi à Gaza, ces crises sont peut-être l'opportunité d'un ressaisissement. Et là, nous, l'Occident, nous avons une responsabilité, une capacité importante de faire bouger les lignes. Et au sein de l'Occident, l'Europe et la France, si il y avait une visée stratégique, sont en capacité d'établir des ponts pour transformer l'ordre international. Alors, j'imagine que vous avez quelques questions à poser à Stéphane Rosès et puis à Arnaud Benedetti. On va voir comment les choses s'organisent dans le public. Si c'est pas de question, moi je vais commencer, puisqu'en fait, le gros travail de l'Institut depuis maintenant 2 ans, c'est de vulgariser le principe de subsidiarité. Bien sûr. Et donc, en fait, de cette manière, c'est un des scénarios dont vous parlez, c'est-à-dire cette réappropriation par le bas du destin. Et donc, est-ce que vous validez un peu cette intuition que nous avons, c'est d'essayer de faire émerger, de faire, je veux dire, vulgariser et surtout faire vivre ce principe, à la fois effectivement en France. Alors effectivement, c'est ça peut-être compliqué avec son imaginaire, mais est-ce qu'il a effectivement une possibilité de naître et de se développer, et est-ce que c'est une solution pour notre avenir? Alors, si vous me permettez, je pense que c'est une solution, c'est-à-dire qu'il faut faire l'Europe quand elle est nécessaire. Et ne pas faire l'Europe quand finalement les États-nations sont les mieux à même de protéger et encore une fois de projeter leur société. Et vraisemblablement, ce à quoi nous avons assisté depuis presque 3 décennies, voire plus même, depuis Maastricht et peut-être même un peu avant Maastricht, mais Maastricht a quand même accéléré le processus, c'est que finalement, quelle a été la promesse de Maastricht, qui d'ailleurs a été votée, faut-il le rappeler, d'extrême justesse en France, hein, en 1992. Hein. On est véritablement sur le fil du rasoir. La promesse de Maastricht, telle qu'elle avait été vendue par les promoteurs du traité, c'était que l'Europe avait finalement 2 vertus. La première vertu de mieux nous protéger
Et la deuxième vertu, dans un monde qui était justement en train de se mondialiser à la vitesse que l'on sait, notamment après la chute de l'Union soviétique et la sortie de la guerre froide, que l'Europe permettrait aux États-nations unis, membres de cette Union européenne, d'être plus puissants ensemble. Force est de constater que, in fine, la protection, on le voit, je veux dire, notamment sur le plan économique, notamment dans un pays comme la France, mais aussi par exemple sur le plan de la maîtrise de nos flux migratoires, cette promesse de protection n'a pas été vraisemblablement accomplie, en tout cas n'est pas perçue comme accomplie. Ensuite, l'Europe puissance, moi je suis frappé quand même d'une chose, c'est que dans les grands conflits géopolitiques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, la voix de l'Europe, c'est quand même une voix qui, lorsqu'elle s'exprime, en tout cas de la fenêtre de l'Union européenne, est une voix qui duplique de manière parfois assez caricaturale les positions qui sont les positions américaines. Donc, cette promesse n'a pas été réalisée, cette double promesse n'a pas été réalisée, mais vraisemblablement faut-il aujourd'hui revoir une partie des traités de l'Union européenne. Je prendrai un exemple, par exemple, l'espace Schengen, un élément, j'allais dire, très concret de réforme de l'espace Schengen. Il a été d'ailleurs récemment dévoilé, enfin dévoilé, en tout cas proposé et préconisé par un ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, et même par Madame Noël Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes, dont on ne peut pas considérer qu'elle est une eurosceptique. C'est qu'il y a un moyen déjà, un premier moyen de réformer Schengen, c'est finalement de cesser de faire en sorte que les citoyens non européens qui rentrent en Europe bénéficient de la même liberté de circulation dans l'espace Schengen que n'importe quel Européen que nous sommes. On a bien vu que parmi notamment les auteurs d'un certain nombre d'exactions terroristes sur le territoire de l'Union européenne, certains s'étaient promenés en passant soit par la France, soit par l'Italie, soit par l'Espagne. Donc il existe, si vous voulez, des marges pour aujourd'hui vraisemblablement permettre à cette Europe de se réformer. Ensuite, il y a un problème plus français, si vous me permettez. Donc la subsidiarité, oui, pour aller vite. Le deuxième sujet, c'est quand même les institutions en France. C'est-à-dire qu'il faut quand même se poser une question. Moi, je suis plutôt un fervent défenseur de la Ve République, parce que je pense que dans les outils institutionnels de la Ve République, il existe quand même des outils qui peuvent nous permettre, à un moment donné, de sortir des crises, comme celle que nous traversons. Il y a un outil, qui est l'outil référendaire. Bon, force est de constater que depuis 2005, plus aucun gouvernement ne s'est, j'allais dire, lancé dans cette piste référendaire à un moment donné pour interroger les Français et faire valider tel autre aspect de sa politique. Alors que les Français le demandent. Parce que quand même, ce qui est frappant, c'est que quand on regarde là aussi les études d'opinion, il y a d'une certaine manière, j'allais dire, un hiatus entre ce que pense une majorité de nos concitoyens et ce que font les dirigeants. Moi, j'ai été quand même très frappé l'autre jour qu'une dirigeante politique soit soulagée que finalement un sujet comme, alors je ne sais pas s'il faut le faire, mais enfin un sujet qui apparaît comme, pour un grand nombre de nos concitoyens comme existentiel, comme la question migratoire, ne soit pas soumis à référendum. J'ai toujours quand même, quelque part, une espèce de réserve quand un démocrate me dit qu'il ne faut pas consulter le peuple. Je sais pas, en principe, on m'a appris quand même que la démocratie, c'était à un moment donné le peuple souverain. Donc il existe en effet des outils, mais là où on peut se poser quand même une question, c'est sur la fonction présidentielle. C'est-à-dire que, finalement, cette suggestion très française, alors là, peut-être que je serai en désaccord avec Stéphane, de considérer que tout vient par le haut et que la parole d'un homme va nous permettre de nous délivrer d'un certain nombre de nos crises, me paraît, si vous voulez, quelque part l'expression d'une forme d'infantilisme, et d'autant plus que, si vous voulez,
la fonction présidentielle telle qu'elle a été pensée par le général de Gaulle était une fonction héritée évidemment d'une vision très monarchique de la société française, mais où nous avions encore, alors là je vais peut-être vous apparaître un peu corrosif, voire un tantinet méchant, mais c'est que nous avions, j'allais dire, des générations d'hommes politiques qui avaient traversé des événements, qui avaient été socialisés là aussi, j'allais dire, dans un certain type d'histoire, et qui apparaissaient quand même en mesure, quoi qu'on pense de leur politique, d'habiter la fonction. D'ailleurs, moi je suis frappé que finalement, jusqu'à Jacques Chirac, globalement, la plupart des présidents de la République, même Valéry Giscard d'Estaing qui a été critiqué au début, sont tous considérés comme des hommes qui ont in fine réussi à habiter la fonction, quoi qu'on pense de leur politique. Il y a une rupture à partir de 2007, où là, en effet, les différents présidents qui vont se succéder vont non seulement être très critiqués sur leur politique, mais vont être aussi critiqués sur la façon dont ils habitent la fonction. Donc, est-ce que ce costume aujourd'hui, il faut se poser cette question, n'est pas un peu trop large pour finalement les hommes de notre temps et de notre époque? Donc là aussi, peut-être il faut peut-être réfléchir à la façon dont on peut quand même réformer nos institutions, redonner un peu plus quand même de respiration au Parlement. Les droits du Parlement sont quand même aujourd'hui totalement marginalisés. On en est, je crois, depuis hier soir au 19e 49.3. Donc là aussi, il y a des questions qui, à mon sens, se posent et qui peuvent être réglées là, non pas au niveau européen, mais au niveau français. Alors, Stéphane Rosès. Arnaud avait pressenti qu'on serait... C'est pas qu'on est en désaccord, c'est qu'on est en accord sur le constat. Les présidents de la République, les derniers présidents, non seulement ne mènent pas les politiques du point de vue, selon moi, de l'intérêt national, ils se mettent dans le droit fil d'engagement de la France au plan européen. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais en outre, ils n'habitent de moins en moins la fonction. Et là, je dois dire mon grand étonnement sur la non-participation du président Macron à la marche contre l'antisémitisme et pire, les arguments qu'il a utilisés, laissant à penser que sa conception de la nation n'était pas une somme de citoyens, mais une somme de communautés dont il aurait, lui, pour vocation de veiller scrupuleusement à ce qu'une soi-disant communauté n'offense pas d'une façon ou d'une autre, même à son corps défendant, une soi-disant autre communauté. Alors là, j'étais très frappé qu'à ce point, le président ait absolument oublié ce qu'était la République en France, ce qu'étaient les principes. Cette marche ne visait pas à cajoler, là en l'occurrence les Juifs, ça aurait pu être autre chose. Mais il se trouve que en France, en ce moment et ces dernières années, seuls les Français juifs ont été tués, assassinés par des terroristes parce que juifs, et doivent quitter des quartiers ou renoncer à porter des kippas parce que juifs. Ça n'a rien à voir avec une communauté juive qui, au travers de... Alors là, je dois dire que, effectivement, le président Macron est absolument à l'ouest. 80% des Français soutenaient cette manifestation. Quand on leur précisait qu'il y avait l'URN
les 2/3 soutenaient toujours la manifestation, et si on leur avait demandé est-ce que le président Macron doit être à la manifestation, 80% auraient dit évidemment. Le fait qu'il n'y aille pas fait qu'ensuite 51% lui donnaient raison. Pourquoi? Et parce que les Français se sont dit, si le président n'y va pas, c'est que la situation est grave, c'est qu'il a ses raisons. Donc le président, au lieu de conforter les Français dans la République, par ses arguments, plus encore que par son absence, dit au pays, c'est le dernier qui parle qui a raison, c'est la prime au plus brillant, c'est la prime à celui qui fait le plus peur. Et là, je dois dire... Alors, le point sur lequel je voudrais insister par rapport à ce que tu dis, Arnaud, c'est que les institutions, c'est le mécanisme qui tient la nation à l'État. La centralité du président de la République par le fait qu'il est élu par tous les Français fait que les Français, quoi qu'ils pensent des présidents, sont très attachés à l'institution présidentielle. Mais ça dysfonctionne. Pourquoi ça dysfonctionne? Mais parce qu'un président de la République sans souveraineté nationale, c'est ce que Arnaud a très bien analysé dans ses précédents livres. C'est un monsieur qui fait de la com, qui gère et qui fait de la com. Il ne gouverne pas des hommes. Il gère des choses et il fait de la com. En un mot, les institutions de la Ve République, dans leur dynamique, me semblent être adaptées à la nation. Ce qui n'est pas adapté, c'est un sommet de l'État privé de souveraineté nationale, car chez nous, la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire. La souveraineté nationale, c'est la nation est maître de son destin. La souveraineté populaire, c'est la qualité de la relation gouvernant-gouverné. Comme notre imaginaire, ce sont des disputes politiques communes, la dispute doit s'enclaver dans le commun. Le commun, c'est la souveraineté nationale, les conditions, bonnes conditions de la dispute, c'est la souveraineté populaire. Voilà pourquoi chez nous, la condition de la souveraineté populaire, de la bonne relation gouvernant-gouverné, c'est selon moi la souveraineté nationale dont nos présidents sont dépourvus de façon croissante depuis 3 décennies. Alors, y a-t-il une question? Je me présenter, je suis Michel Vino et je vais parler à l'endroit où j'ai une pratique professionnelle qui est la psychothérapie. Donc, en vous écoutant, je retiens 3 concepts forts. L'imaginaire, qui permet de se projeter dans le réel, le pouvoir fort, vous avez dit, et le pouvoir fort que vous avez appelé protecteur, mais qui ne l'est plus parce qu'il devient, et plutôt c'est une conséquence, il devient intrusif. Donc c'est très compliqué ça. Vous avez aussi dit que ce pouvoir, ces dernières années, n'est plus incarné par des gens qui habitent la fonction. Donc c'est une fonction qui est vide, qui ne s'incarne pas. Et vous avez dit ensuite qu'il y avait un manque de vision. Effectivement, pour se projeter, il faut avoir une vision. Mais on ne peut pas avoir une vision dans des choses qui sont techniques, technocratiques, globalisées, qui ne sont pas incarnées dans le territoire. Puisque vous disiez, on est fait de notre histoire et de notre géographie.
Mais enfin, vous avez dit des choses très claires, très sensées, que j'ai beaucoup appréciées, du point de vue de la sociologie ou de la géopolitique ou de la politique de manière générale, mais du point de vue de la psychologie, on ne peut pas s'incarner si on n'a pas quelque chose de concret, avec des humains concrets à côté de nous. On est fait pour faire société, pour faire famille, ça commence déjà là. Vu l'état de la famille actuellement, comment voulez-vous que la fonction paternelle s'incarne, et comment voulez-vous qu'elle s'incarne au niveau d'un État, d'une nation, d'un peuple, d'une communauté? Donc, pour moi, le principe, la nécessité aujourd'hui la plus urgente à retrouver, c'est la famille. Revenons à la cellule de base qui permet de faire société et qui nous permet de nous projeter dans une cellule plus large qui est la communauté. Et donc, en tant que psy, je considère qu'il y a un manque de pères. Ça a été dit à propos des émeutes, où on a vu que les émeutiers étaient des gens, des jeunes qui n'avaient pas eu de père. Mais bon, donc je me dis, mais enfin, revenons bien sûr à des principes de subsidiarité du point de vue politique, mais c'est quoi? C'est revenir à des cellules de base. C'est la première de subsidiarité. Mais oui, donc le pouvoir, pourquoi Donc votre question, madame, en fait... Ma question, c'est quel constat vous faites au niveau... Enfin, vous faites un constat global politique, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Et qu'est-ce qui fait que les derniers présidents de la République n'habitent pas à leur fonction? Pour moi, ce sont des adolescents. Ils ne sont pas forts, mais pas en termes de pouvoir unique, mais en termes de capacité de psychologie. Alors, non, mais juste un mot sur cette capacité, je veux dire, à habiter ou ne pas habiter la fonction. Ce qui est clair, c'est que si vous voulez, globalement, on a une génération de présidents de la République qui considérait que de toute façon, je pense au premier jusqu'à Jacques Chirac, que leur individualité devait disparaître derrière la fonction, clairement. Alors avec Giscard, ça a été un peu flottant au début, mais force est de constater quand même que la seconde partie de son mandat, quoi qu'on en pense, a été plutôt une adaptation finalement à ce que Max Weber appelle par exemple le charisme de fonction. Ce qui se passe en effet à partir, j'allais dire, du milieu des années 2000, c'est que surgissent d'autres acteurs politiques qui ont été socialisés d'une manière différente ou qui pensent que la fonction peut se plier à leur individualité propre. Nicolas Sarkozy est un président qui se veut décomplexé. Il va, le lendemain de son élection, sur un yacht. Il assume ce rapport décomplexé à l'argent dans une société qui est la société française, où le rapport à l'argent est quelque chose, on le sait, historiquement compliqué, en raison peut-être vraisemblablement aussi de nos racines chrétiennes, entre autres. François Hollande se veut un président normal, mais peut-on être un président normal quand on hérite d'une fonction qui est, j'allais dire, matinée par des siècles, d'une certaine manière, de monarchie? Très compliqué. Lui aussi, il veut, d'une certaine façon, montrer que son individualité passe avant la fonction. Et je n'aurai pas la cruauté de parler de la façon dont Emmanuel Macron lui-même gère cette relation à la fonction lorsque, par exemple, il se prête à un certain nombre d'exercices de communicants avec des youtubeurs. Je pourrais peut-être citer d'autres exemples, ou lorsqu'il va dire à un jeune chômeur il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Il y a en effet là des présidents qui veulent finalement être spontanément être ce qu'ils sont, mais le problème c'est qu'il faut qu'ils s'effacent derrière la fonction. Mais ils sont aussi, et là je vous rejoins, le produit d'une société où l'individu est roi. C'est-à-dire l'individu finalement ne doit plus avoir d'autre réalisation que son propre désir. Et lorsqu'une société n'est plus capable finalement de faire entendre qu'un désir aussi, ça peut être à un moment donné un désir, ça peut se réfréner, notamment dans l'exercice du pouvoir, et bien on arrive à ce type, j'allais dire, de comportement. Oui, il y a
Vous avez apporté dans votre question déjà beaucoup d'éléments de réponse. Arnaud a anglais par rapport à l'articulation entre personnalité et fonction, oui. Nos présidents incarnent de moins en moins, ils représentent, ce qui n'est pas exactement la même chose. Quand Arnaud disait qu'en 40, les élites, notamment les plus technos, ce qu'on appelait les néo-socialistes qui vont collaborer avec Vichy, mais que la grande majorité des élites avaient rallié Vichy et peu à peu la collaboration. Si De Gaulle va à Londres, je pense que c'est même pas parce qu'il avait forcément développé une grande réflexion géostratégique sur le fait que l'Angleterre allait tenir en attendant les États-Unis et la Russie arrête avec le pacte germano-soviétique. C'est que l'expérience de De Gaulle lors de la Première Guerre, ses réflexions, mais son ancrage faisait qu'à un moment, il s'est dit « Mais la France ne va pas accepter ça. Et la France, c'est pas la somme des Français. » J'ai expliqué ça une fois à François Hollande. J'étais dans ses comptes de campagne. C'était au tout début de son quinquennat. Je lui avais dit « La France, c'est pas ce que te disent les sondeurs, c'est pas la somme des Français. La France, c'est l'idée que chacun se fait de ce qu'elle devrait être, et toi, tu dois incarner ça. » Et effectivement, ce que disait Arnaud, au fond, François Hollande, c'était un économiste. Il pensait que les choses importantes, c'était ces négociations avec Merkel sur le point de TVA. Et pour lui, la politique, la com, les journalistes, c'était un habillage, c'était le fun. Bon, eh bien non, la politique en France, a fortiori, c'est pas le fun, c'est un dépassement qui fait que même dans les familles décomposées, il y a un besoin de se retrouver dans un commun qui s'appelle la communauté nationale. J'ai beaucoup travaillé à l'époque où le FN existait auprès des électeurs du FN, ceux qui se retrouvent dans l'Oise, ces endroits où il faut se lever à 5 heures du matin pour aller travailler, ils n'ont aucune relation sociale et au fond, le Front National leur apparaissait symboliquement comme s'ils tenaient ensemble les Français. Donc il y a la famille, cellule effectivement de base, et les enseignants savent bien la difficulté qu'il y a d'avoir des enfants, pas seulement socialement en difficulté, mais dans un environnement familial déstructuré. Eh bien, même une famille qui a la chance d'être harmonieuse dans un pays comme le nôtre, de cette tradition catholique, le bonheur individuel doit d'abord passer par une représentation du collectif, pour des raisons liées à notre imaginaire. C'est pour ça que le protestantisme n'a pas pu l'emporter en France. Il l'emportait dans la noblesse, il l'emportait dans des terres irrédentistes, mais l'idée en France que chacun puisse nouer un rapport direct à la grâce, à la foi, par la lecture de la Bible, c'était pas possible pour la grande majorité des Français.
De sorte que quand le président Macron dit à un individu traverse la rue, tu auras un emploi, Macron, il comprend pas le scandale. J'en avais parlé avec lui, parce que c'est un ricaurien. C'est-à-dire ce grand philosophe français protestant qui reprend la parabole des talents, lui il comprend pas parce qu'il dit mais je dis à chacun qu'il a en lui des ressources. Et je lui dis oui, mais on n'est pas un pays protestant. Comme président de la République, tu dis à un homme qui ne peut avoir son salut personnel en traversant la rue, en faisant l'économie d'abord du collectif, de ce que toi, là où tu veux emmener la France, de l'autre côté de la rue. On n'entend pas Macron dire « voilà où je veux emmener la France ». Voilà comment il va y arriver. Alors pourquoi il ne peut pas le dire? Ben, ça dépend plus de lui. Il a même théorisé le en même temps souveraineté européenne et souveraineté nationale. Comme s'il y avait un peuple européen. Non, il n'y a pas un peuple européen. Il y a des peuples européens, ça n'a rien à voir. Bon, bref. Donc, effectivement, avec Emmanuel Macron, pourtant cultivé, intelligent et qui n'a pas froid aux yeux, on touche le summum parce qu'il est scindé, on voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. Il n'est enraciné ni dans un territoire, ni dans une famille, ni dans une adolescence qu'on a tous connue avec... Il a un parcours personnel qui fait qu'il est dopé à la transgression. Il est dopé à la transgression, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dans le désir qui peut se réfréner psychanalytiquement, il est dans, parce qu'il est brillant, intelligent, il est dopé à l'idée qu'il va transgresser, il le fait d'autant plus facilement qu'au fond il dit aux Français, avec moi il y a des mini-chaos, mais sans moi ce serait le chaos total. Et il a repéré ça dans la malédiction française, et il s'en amuse pour transgresser. Les autres présidents seraient allés à la marche contre l'antisémitisme. Eh bien, moi, je vais montrer en quoi c'est ce qui est d'évidence pour le peuple français. C'est pas du tout une évidence. Comme si il était l'auteur de la vie politique. Non, les hommes politiques ne sont pas des auteurs, ce sont des acteurs. Comme le disait Hobbes, le souverain interprète le spectacle du peuple. Or, Emmanuel Macron, dans la continuité de ses prédécesseurs, estime que le peuple français n'est pas adulte. Il ne voit pas les choses dans leur ampleur. Eh bien, lui, il veut laisser comme trace dans l'histoire celui qui, quoi qu'il arrive, aura montré la voie à ce peuple gaulois et rebelle. Voilà encore une forme d'humorisme et le parcours biographique explique à la fois le fait qu'il n'ait pas eu froid aux yeux en se présentant la première fois, et une fois qu'il est installé, il rajoute malheureusement la peine à la peine. Allez, un dernier point une dernière réflexion d'Arnaud Benedetti sur le sujet. Non, vraiment, sur la question de la marche, je suis moins, je veux dire, convaincu. Peut-être que je me trompe et peut-être que mon appréciation est biaisée, mais je suis moins convaincu que Stéphane de la nécessité de la présence du président de la République à cette marche. Après tout, je veux dire, c'est pas parce que François Hollande s'est rendu à une marche en 2015, d'abord dans un contexte très différent, parce que là, pour le coup, la France avait été touchée sur son sol. Fallait-il qu'il se rende à cette marche?
la question pour moi reste ouverte. Il n'a pas fait ce choix, mais par contre, ce que nous dit le fait qu'il ne fasse pas ce choix nous dit quelque chose sur l'état de la société française, qui est vraisemblablement, je crois que c'est clair, beaucoup plus fragmentée qu'elle ne l'était encore il y a 5 ans, et vraisemblablement encore plus qu'il y a 20 ans. Et donc, je crois que finalement, ce président qui pense maîtriser les événements est d'une certaine manière lui-même maîtrisé par des événements. C'est en raison de l'état d'une société, en tout cas c'est ce qu'il a plus ou moins d'ailleurs implicitement dit, qui ne s'est pas rendu à cette marche. On peut le regretter, en tout cas on le constate. Fallait-il qu'il y soit? La question, encore une fois, à mon avis, reste ouverte. Bien, merci beaucoup. Je laisse Ludovic peut-être nous dire un mot pour conclure. Encore il nous reste une demi-heure, on va pouvoir effectivement échanger avec un petit moment de convivialité. Il y a des livres qui sont à la vente, donc n'hésitez pas pour ceux qui... Et je crois que Stéphane Rosès et Arnaud Belletti sont disponibles pour les dédicaces, donc n'hésitez pas. Je vous donne simplement rendez-vous pour le prochain rencontre de l'Institut qui aura lieu donc, le 13 décembre prochain. Alors on a parlé beaucoup d'économisme, de finance, de marché financier, dans les difficultés et problématiques. Et c'est justement le sujet qu'on va aborder. On a dans un débat sur justement est-ce qu'il existe une finance au service du bien commun, avec 2 intervenants, donc Joseph Touvenel, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un syndicaliste chrétien, et Charles Gall, qui est effectivement un des principaux éléments financiers. Et voilà, que ça va être, je pense, très intéressant comme débat. 13 décembre, et donc on vous accueillera encore avec beaucoup de joie. Et bonne soirée à tous et encore merci pour votre présence. Et bravo. Merci beaucoup.